Bonjour à tous, merci d'être venus ici à Paris. On dirait pas qu'on est à Paris, mais on est à Paris. On a réussi à recréer une petite ambiance quand même très Festival des Arcs. On y croit, on y croit. Moi j'y étais ce matin et je peux vous dire que ça ressemble à peu près à ça. Donc je suis ravie de vous recevoir tous ici. On a à côté de nous Gaël Faure. Si vous êtes d'accord, je vais tous vous tutoyer un peu, que ce soit sympa. Vous tutoyer, c'est un nouveau mot. Qui est chanteur, avant tout compositeur, interprète. Noël, ma mère, qui est journaliste, qui s'est engagée en politique. On en parlera sûrement, j'imagine. Bonjour. Bonjour. Cédric Kahn, qui est réalisateur, qui est aussi scénariste, qui était comédien, si j'ai bien révisé. Et Félix Radu, qui est aussi auteur et comédien. Et pourquoi est-ce que je vous ai tous réunis là, solennellement en ce jour? Non, c'était justement pour, dans le cadre du Festival des Arcs, qu'on a dû faire cette version hors piste. Et l'idée, c'était de dire on a envie quand même justement de prendre ce temps un peu particulier pour parler des idées, pour prendre ce temps qu'on n'a jamais de la réflexion. Et dans le cadre du programme Déplacer les montagnes, essayer justement de faire se rencontrer ces mondes qui se parlent pas forcément. Des activistes, des écolos, des artistes et puis des raconteurs d'histoires. Toute cette idée de dire qu'en fait, à un moment donné, ce nouveau monde, il va falloir l'inventer et que pour ça, on a besoin à la fois des gens sur le terrain et puis à la fois aussi des penseurs, des gens qui sont capables de l'imaginer, de le créer. Donc voilà pourquoi on se retrouve là, après cette sélection de 12 films qui sont centrés sur l'écologie et sur la question de vivre ensemble. On avait envie de mettre en place 3 tables rondes sur différentes questions. Et donc vous êtes la première que je fais, qui est sur la question de s'engager. Donc moi je ne suis pas animatrice pour un sou, je suis à la base activiste, je suis juste une jeune de 22 ans qui est activiste pour la justice sociale et climatique, qui aime un peu faire du théâtre à ses heures perdues. Et donc l'idée c'était juste de dire qu'on se rencontre ensemble et qu'on discute de cette grande question de s'engager pour qu'on décloisonne un petit peu. Est-ce que je peux me permettre de redevenir journaliste un instant? Ah bah avec plaisir. Puisque le thème c'est l'engagement. Parfait. Et te demander pourquoi toi tu t'es engagé. Ah, très bien, on peut échanger la chaise. Très bien, bah, je vais partir. Pourquoi je me suis engagée? Je crois que c'est pas un choix. C'est quelque chose que j'ai au fond du ventre et que si je le fais pas, ça va pas. Quand on est, c'est d'ailleurs Félix qui dit que être vivant dans un monde qui se meurt, je crois qu'on a d'autres choix en tant que privilégiés, parce que encore une fois, il faut rappeler qu'on parle depuis une position de privilégié, c'est-à-dire qu'on peut se permettre de louper l'école les vendredis parce que déjà on peut avoir accès à l'école. On peut être conscient à ce point-là des enjeux parce qu'on a un espace mental disponible, qu'on n'a pas 5 jobs à faire à côté pour payer nos études. Donc moi j'ai grandi juste à côté des Arcs, dans un tout petit village qui s'appelle Pézet-Valandry. Et voilà, et j'ai juste tous les jours, je me levais avec des montagnes immenses en face de moi, des neiges éternelles. Et l'idée de savoir que peut-être un jour elles allaient disparaître par notre faute, je me suis dit que j'allais y consacrer ma vie, mon temps et mon énergie pour que ce soit pas le cas. Mais il y a eu un déclic pour ton engagement. C'est une interview en fait. Ah ouais, grave. Non, mais j'adore. Le déclic, c'était l'arrivée à Paris. Je suis partie je faisais du biathlon en compétition et je me suis retrouvée à Sciences Po Paris. Et voilà. Et là, je me suis dit, écoute, c'était un privilège d'avoir grandi dans ces montagnes. Et en fait, les gens autour de moi n'étaient pas forcément conscients de l'urgence. Et je me suis dit donc que j'avais l'obligation d'essayer un peu de convaincre tous ces décideurs. Voilà pourquoi. Et vous, alors, on va belle question. Est-ce que vous vous considérez comme engagé? Gaël, tu te considères comme engagé? Faut que je réponde là tout de suite. Ouais, tout de suite maintenant. Honnêtement, encore une fois, par la force des choses, c'est vrai, on en parle. Enfin, pareillement, Ardéchois, campagne, bien en place et tout. Et puis j'arrive à Paris et c'est vrai qu'il y a des choses qui me font peur quand j'arrive dans la grande ville là. En même temps, j'ai tout à découvrir. J'ai 18 ans, mais je suis un peu effrayé et en même temps fasciné par ce qui se passe. Et puis c'est vrai que je fais de la musique depuis plus de 15 ans maintenant. Donc je suis content, j'en vis honorablement. J'essaye de choisir ce que je fais, j'essaie de faire des choses honnêtement qui ont, pour moi en tout cas, du sens. Et l'engagement, il est venu comme ça, quoi. Il est venu par la force des choses avec les années qui passent, quoi. Ça me fait toujours bizarre quand on me dit oui, alors il nous faut sur le festival, oui, voilà, un artiste engagé. Gaël Faure, vous êtes artiste engagé, donc bonjour. Et c'est vrai que c'est un truc, c'est bizarre d'entendre ça. On est tous un peu quand même quelque part engagés dans notre vie, quoi. C'est un truc. Et bon, quand on prend la parole en effet sur une scène, c'est quelque chose. Il faut pouvoir délivrer des messages normalement. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'en plus de ça aujourd'hui, sans vouloir faire peut-être ça y est, je vieillis là, ça y est, c'est parti. Il fait vieux, il a que 32 ans. Il se passe pas grand. Non mais c'est vrai. Je sais pas, je trouve ça manque d'engagement justement. Alors moi j'ai évidemment, je suis pas du tout de la qu'on appelle ça, de la génération Balavoine et tout. Je l'ai beaucoup écouté.
j'ai vu des interviews de ces gars-là et je me disais, putain, mais ils en avaient quoi, tu vois, dans le ventre. Et ça me déprime un peu quand je nous vois un peu parfois dans notre pays, un peu tout avoir à notre portée, mais parfois ne pas arriver à aller vraiment... je parle du milieu artistique de la musique. Hein. Là, je vais me faire allumer, mais en même temps, je le pense. Donc voilà. Et je n'ai pas la prétention de sauver le monde, mais j'essaye modestement de faire ma petite part. Je pense qu'on a une responsabilité avec cette tribune qu'on nous offre aussi. Un petit peu. Cédric, tu te considères comme engagé? Non. Non. C'est-à-dire ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit quand on m'a invité. Non, mais c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que l'engagement? Voilà, c'est ça. Presque, je me retourne la question. Engagé au sens de l'action. Est-ce que c'est l'action qui définit l'engagement? Non, je ne suis pas engagé. C'est-à-dire que je n'appartiens à aucun parti, à aucun groupe, et après, ça ne m'empêche pas de penser des choses. Et d'être un observateur et d'essayer de dire des choses à travers les films que je fais et de pouvoir m'engager ponctuellement sur certaines causes, mais je ne me considère pas comme engagé, mais j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui s'engagent. Je trouve que c'est beaucoup d'abnégation, de temps. Ça aussi, d'ailleurs, ça peut faire partie des questions. Ce temps-là que vous consacrez à l'engagement, est-ce qu'il vous manque? Est-ce que vous le vivez comme un sacrifice? Est-ce que vous le... Ou au contraire, comme, je sais pas, une élévation. Il y a beaucoup de questions sous l'engagement. Mais moi, c'est un peu par égoïsme. Hein. Je défends. Mais toi, t'as quitté la campagne. C'est pas défendable. T'as quitté la campagne, Donc je me suis engagé dans la vie. Il y a un gros débat. Il y a un gros débat parce qu'ils sont nés à côté. Enfin, toi, tu habites maintenant à côté de là où il est né. Donc, je crois qu'il y a un gros débat. La discussion qu'on a eue avant. Ouais. Non, mais je trouve c'est intéressant dans le sens où moi, typiquement, non, je peux pas dire d'où tu viens. Ça serait s'immiscer dans quelque chose, on peut jamais. Non, il n'y a aucun problème. Moi, je suis drômois d'origine. J'ai grandi dans la Drôme, enfant, et je suis arrivé à Paris à 18 ans, ce qui n'a rien à voir avec notre débat. Oui, mais si, un peu. On a tous fait ça, j'ai l'impression. Et je rencontre un jeune homme qui vient de s'installer dans la Drôme, et donc du coup, je suis curieux, parce que moi, pour rien au monde, j'y retournerai. Et je dis toujours, vivre à la campagne, c'est un délire de citadin. Il y a des gens qui n'ont pas grandi à la campagne qui ont envie d'entendre vivre à la campagne. Ça dépend comment on s'installe à la campagne et ce qu'on y fait et quelles sont les relations que l'on a avec ceux qui vivent déjà à la campagne. Si c'est le citadin qui vient se coller sur un tissu qui existe déjà et auquel il ne comprend pas grand-chose, ça crée les problèmes que l'on connaît, où on a même vu des tribunaux qui ont été sollicités et convoqués pour faire un procès à un coq. Donc, ce n'est pas exactement ça, ce qu'on appelait le retour à la terre dans ma génération, dans les années 68, et ce qu'on appelle aujourd'hui les écolieux ou les lieux alternatifs. Ce sont des lieux où les gens veulent avoir un autre rapport au monde, un autre rapport aux autres, être dans l'échange des savoirs, savoir qu'il y a des autres qu'humains qui sont autour de nous, ce que le philosophe Bruno Latour appelle notre entourage, et qui sont le contraire de ce qu'on appelle, de ce qui est un poison aujourd'hui dans nos sociétés très inégalitaires, qui est le survivalisme. C'est-à-dire des gens qui se replient sur eux-mêmes, qui ont le refus de l'autre, la haine de l'autre, avec le eux et le nous. Alors que tous ces gens qui vont dans la Drôme, à Notre-Dame, ceux qui sont à Notre-Dame-des-Landes ou dans bien d'autres endroits, parce que tous les jours fleurissent des écolieux, sont des gens qui ont pour principe de partager leurs valeurs, de s'intégrer dans le tissu local et même de faire revivre. Moi, j'ai vu des endroits où il y a c'est pas des communautés, mais des gens, des familles qui se sont installées, des couples, et qui contribuent à faire revivre la campagne. Par exemple, je suis allé dans plusieurs endroits où on voit des paysans boulangers. Les paysans boulangers, aujourd'hui, c'est devenu banal. Quelque part, est-ce que c'est pas de l'engagement, en fait, finalement? C'est totalement de l'engagement. C'est-à-dire que c'est pas être forcément au front et forcément ce qu'on voit de l'activisme, mais c'est de construire aussi le monde de demain. Je pense que ces gens qui coupent avec leur vie, où ils gagnaient, ou peut-être ils étaient confortablement installés comme de jeunes bourgeois dans leur ville, qui décident de rompre avec ça, moi je pense que c'est très courageux. Moi, par exemple, en 68, j'avais 20 ans, j'ai pas eu le courage de le faire, parce que j'étais plus attiré par mon métier de journaliste. Mais j'ai des copains qui l'ont fait, ça n'a pas toujours fonctionné. Pour eux, ça a échoué. Mais ils ont eu le courage de le tenter, de vivre autrement. Est-ce que, Félix, toi, tu crois que justement, pour s'engager, il faut être courageux? Ouais, moi j'ai la pire question directe comme ça. Bah oui, mais c'est le philosophe de la bande. Il nous fait des chroniques inspirantes. Vas-y, maintenant. Ouais, grave, il faut être courageux. Mais après, genre, c'est toute la question du début, de savoir si l'art est engagé, etc. Moi, on m'a toujours dit tout art est engagé de toute manière. Donc, j'ai mis longtemps à le comprendre et à le saisir. Aujourd'hui,
je suis plutôt d'accord avec ça. Tout à l'heure, tu disais que tu ne te considérais pas comme engagé. Je pense que du fait que tu sois un artiste, du fait que tu fasses des films et que tu transmettes le message et ta pensée du monde, ta vision du monde, c'est t'engager. Après, il y a la manière frontale et il y a la manière à côté. Et je trouve que Camille, du coup, c'est une bonne représentation de ce en quoi l'engagement a changé aujourd'hui. C'est-à-dire que Camille, elle se sert de l'art en fait, c'est tout le sujet de notre conversation. C'est raconter des histoires et s'engager. Et en fait, aujourd'hui, on a fusionné les deux pour raconter des histoires, pour ramener cette flamme et ramener ce truc de l'importance que c'est, même pour des jeunes, de se saisir de la question de son époque. Et donc, je pense qu'il faut être courageux, mais il faut surtout être intelligent. Il faut être doux, puis il faut être patient. Puis, faut être sensible d'une certaine manière. En fait, c'est ça qui est bizarre. Il faut être solide et puis en même temps, il faut être... En fait, pour moi, c'est la définition... Putain, je parle tout seul. Hein. Pardon, moi, je suis capable de parler. Mais c'est ça. Il faut être indulgent aussi, c'est ça qui est dur. Moi, j'ai du mal à être indulgent. Ah oui. Moi, je suis encore vachement dans la rancœur. Non, mais tu vois, je suis énervé. Mais cette fameuse courbe du changement, en fait, il faut dire que c'est Fabienne du festival qui m'en a parlé. Maintenant, je le dis à chaque fois qu'on a l'occasion de le faire. Sur cette fameuse courbe du changement, parce qu'il se trouve que par hasard, j'étais allée au MEDEF, on a beaucoup parlé, j'ai fait d'autres choses. Et il y a donc ces fameux moments où tout le monde s'est moqué de moi. Non, mais parce que c'est ce qui a été médiatisé, donc j'ai fait 5 minutes de vie qui n'est que le MEDEF, mais j'ai fait d'autres trucs. Mais donc c'est de montrer qu'en fait, des fois, il y a des réactions face à des idées qui paraissent nouvelles. Et en fait, nous, ce qu'on fait, cette jeunesse qui s'engage, c'est juste porter le message de la science. En fait, on essaie de convaincre personne, on n'a pas des idées à vendre, c'est juste des faits, donc on décide de le voir ou pas. En gros, c'est juste, l'ennemi n'est pas invisible, c'est juste qu'on refuse de le voir et d'ouvrir les yeux. Mais une fois que, en fait, on doit faire ce deuil, quelque part, du vieux monde, ce deuil d'un récit, et justement, ça revient à notre question, d'un récit qu'on nous a vendu, de croissance, de travail érigé en héros de capitalisme, et qu'en fait, on nous dit, ça a marché un temps, peut-être, c'est très bien, ça a permis à plein de gens de sortir de la pauvreté, etc. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. On met en danger notre propre existence. Et donc, dans ce cas, on doit faire ce deuil-là, et on passe par toutes ces phases. Donc, de colère, c'est une des phases extrêmement importantes, de déni, de moquerie, de tristesse. Et après, donc, c'est aussi toute la partie de solastalgie, d'éco-anxiété, où en fait, il y a tout un tas de jeunes qui le vivent très mal et qui sont vraiment déprimés par ces questions. C'est normal que ce soit les jeunes qui s'emparent de cette question. Déjà pour la simple raison que vous allez vivre beaucoup plus longtemps sur cette terre que nous. Je veux dire, ils en ont marre d'être seuls. Non, mais je trouve ça logique en tout cas que l'angoisse du futur soit beaucoup plus forte chez les jeunes. Oui, c'est une évidence. Moi j'ai la chance ou la malchance de me dire que je ne verrai peut-être pas toutes ces catastrophes. Oui, notre génération, elle a conscience sans doute des choses pour une partie d'entre nous, mais on sait qu'effectivement par rapport à vous, nous connaîtrons sans doute pas autant de dégâts du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité, parce qu'il faut toujours lier l'un à l'autre. Puis il y a une troisième chose qu'on oublie toujours d'évoquer, c'est la question du creusement des inégalités. On ne peut pas construire un monde avec des inégalités aussi criantes, où 48 milliardaires ont à peu près l'équivalent de la moitié de l'humanité. Donc c'est impossible ça. C'est un monde qui ne peut pas marcher sur une seule jambe. Et en effet, ce que dit Camille, c'est très juste, c'est qu'on est dans le déni de ce que la science nous montre tous les jours. Un exemple, la déforestation durant les 5 dernières années, c'est l'équivalent d'un pays comme la Libye. Voilà. C'est 48% des vertébrés qui ont disparu. On pourrait comme ça faire un inventaire à l'après-vert qui est absolument effrayant. Et quand votre génération prend conscience de cette menace d'effondrement, qui n'est pas l'effondrement du monde, contrairement à ce que disent les millénaristes qui vitrifient tout, c'est l'effondrement d'un monde. Et c'est en effet, savoir faire le deuil de ce monde-là pour construire un autre récit. Et le problème qui est devant nous, des vieux écolos comme moi et des jeunes comme vous, c'est de construire un récit qui soit attractif, un récit qui ne fasse pas peur, un récit qui ne joue pas sur le ressentiment, qui sont les ingrédients de toutes les formes de populisme et de rétractation. Et donc c'est vrai que construire ce récit, c'est compliqué, parce que d'un côté il faut dire que plus on attendra, plus les décisions qu'on sera appelé à prendre seront dures, autoritaires, brutales, et plus on les prendra tôt, ces décisions, plus elles seront acceptées
par l'ensemble de la société. Donc c'est un récit qui doit dire, on n'est pas obligé de vivre avec 3 télés, 2 bagnoles et machin et de consommer en permanence. On peut avoir une vie aussi satisfaisante, aussi gratifiante, aussi pleine de bonheur que ceux qui sont éphémères qu'on nous propose aujourd'hui, qui nous amènent dans le mur. Donc il faut dire, les utopistes, c'est ceux qui veulent le statu quo, les gars du MEDEF et quelques autres, et encore pas tous. Et puis les réalistes, les gens comme nous qui proposent un monde différent. A changé de corps. Toute l'écologie est anticapitaliste et anticonsumériste, ou il y a quand même des nuances? Non, il y a en fait autant d'écologie que de jeunesse. Je pense que c'est fondamental. Non, il n'y a pas autant de... Je suis pas d'accord. En fait, le capitalisme. Non, mais il faut se dire qu'en fait, on met des grands mots parce que ça nous rassure de pouvoir mettre des étiquettes sur des mouvements, mais en fait, l'écologie, par définition, c'est ce qui concerne à la base juste l'étude du vivant. Donc en fait, il y a autant il y a l'écologie d'extrême droite, il y a l'écologie d'absolument tout. C'est ça, il y a des écolos beaucoup plus conciliants avec le capitalisme. C'est ça qui est intéressant. Mais ça semble, à vous écouter, ça semble quand même incompatible. C'est un sujet très délicat. Ah oui, pour moi, c'est totalement... Comment ? C'est un sujet délicat. Moi, j'en suis convaincu que c'est incompatible. Non, mais je pense que l'écologie, c'est une idée neuve dans l'opinion publique. Elle a réussi, ma génération a réussi à infuser les idées de la société, de l'écologie dans la société. Ça, c'est un premier pas, si on peut dire une victoire culturelle. On n'en est pas encore à la victoire politique. Mais l'écologie, c'est peut-être une idée neuve pour la société aujourd'hui, mais c'est une idée qui vient de très loin. Les penseurs de l'écologie, ils ne sont pas nés sous Balavoine. Il y en a eu bien avant. Oui, par exemple, un Français, un grand géographe français, qui s'appelle Élisée Reclus, à la fin du 19e siècle. Cette pensée-là, elle a été marquée par un certain nombre de grands penseurs. J'ai eu la chance d'être à Bordeaux, donc des gens comme Jacques Ellul, avec la technique ou l'enjeu du siècle, et aux États-Unis, des gens comme Lewis Mumford, qui ont réfléchi à ce qu'on appelle l'hypermachine. Enfin, cette pensée-là, elle existe, mais il y a toujours eu des mouvements d'une écologie qui se veut pure. La pureté, hein, c'est ce que défend l'extrême droite. Pureté de la nature, pureté de la race. Donc ça, ces courants-là, ils sont minoritaires aujourd'hui. Moi, je dis à Cédric, sans m'avancer de trop, que ce qui domine dans l'écologie aujourd'hui, c'est une écologie qui remet en cause les dérives du capitalisme et du néolibéralisme. Oui, bien sûr, parce qu'on voit les dégâts que ça... Je pense que c'est plus compliqué, finalement. Je pense que les gens, si vous interrogez n'importe qui dans la rue, il vous dira qu'il a des idées écolo, qu'il est pour vivre, respirer un air meilleur, boire une eau meilleure et tout ça. Mais je pense que c'est plus compliqué de convaincre les gens d'abandonner la consommation, le confort. Et je crois que ce combat-là est beaucoup plus compliqué que de dire aux gens vivons dans un monde plus vert. C'est là où vous avez, vous les raconteurs d'histoire, un vrai rôle. C'est-à-dire que nous, on est là à apporter, les activistes, des mesures très concrètes. On dit, bon, écoutez, si on fait ça, voilà la projection des scientifiques. Il se passe ça. C'est des réalités physiques, biologiques qui existent, en fait, on ne peut pas nier. Maintenant, à l'inverse, pour aller vers ce monde-là, il va falloir faire un certain nombre de choix. Maintenant, c'est le changement culturel, c'est-à-dire on existe par le regard des autres, en fait, par le regard de l'autre, surtout avec les réseaux sociaux, particulièrement nos générations. On regarde, on fait des choses pour ce qu'elles provoquent aussi d'admiration, de jalousie dans le regard de l'autre. Et donc c'est là où pour moi on a un rôle, et vous avez un rôle très important, c'est qu'on peut décider ensemble de ce qui est d'être stylé, ce qui est d'être à la mode, ce qui est d'être de réussir ou pas. On peut décider de se mettre autour de la table et se dire qu'est-ce qu'on veut en fait. Qu'est-ce que réussir? Est-ce que réussir c'est forcément pouvoir partir 2 semaines à Bali, faire un boulot qu'on n'aime pas avec un gros 4x4 et ça c'est ok, c'est valorisé, ou est-ce qu'on décide de valoriser autre chose et que peut-être décider d'être comédien, décider et c'est là où vous, à travers les films, à travers la musique, vous avez cette capacité d'aller titiller un peu l'imaginaire et d'aller bousculer un peu dans nos certitudes. Donc est-ce que vous ne pensez pas que, Félix, que l'art peut permettre justement ça, peut permettre l'art de nous faire imaginer ce nouveau monde et d'enclencher un peu ce changement culturel? T'as 4 heures. Vas-y. 4 heures, ouais. Si, dans l'idée si, mais moi je réfléchis à ce que vous dites, mais je pense effectivement que auparavant peut-être les gens qui s'engageaient, leur travail c'était de porter un message à l'oreille des gens, de dire le monde va mal, parce que très peu de gens étaient au courant peut-être, je sais pas, j'étais pas là-bas. Et aujourd'hui, maintenant, tout le monde est au courant. Et on se rend compte que c'était pas ça, en fait. C'était pas le fait que les gens étaient pas au courant. Maintenant, on le sait tous. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à prendre le message qui est dans la tête et de le pousser dans le cœur. Et là, c'est là où les raconteurs d'histoire, les artistes interviennent. C'est de mêler l'intellect
à la puissance du sentiment, et dès lors, les gens vont se mettre en mouvement, parce que dès que tu es touché par quelque chose, d'ailleurs c'est pour ça qu'on n'est pas forcément touché par les guerres lointaines, par les famines lointaines, parce que c'est loin, mais dès que l'art vient nous prendre le cœur et fait « Putain, regarde comment ça fait mal, comment est-ce qu'on appelle ça quand tu es en souffrance avec quelqu'un d'autre ?» Un mot très simple, non, l'empathie, merci. Un mot très simple. Non, moi j'ai... l'empathie, dès lors qu'on arrive à rendre les gens empathiques... Prenons des cours d'empathie. La sympathie. En grec, ça veut dire souffrir avec. Voilà, c'est ce que je recherchais. Sympathie. Merci beaucoup. Souffrir avec. Je pensais que c'était l'empathie. Et voilà, et du coup, je pense que c'est là, l'art est important dans ce... Voilà. Mais ça fait quand même beaucoup de poids sur les épaules, moi, à chaque fois que tu vois... Je sais pas de quoi tu parles. Non, mais c'est ça, c'est ce truc où... Tu vois, la culture comme consommateur ou la culture comme acteur? Parce que c'est déjà deux choses totalement différentes. J'ai pas compris la question. Vous avez l'air de dire que la solution à vivre plus sobrement, si j'ai bien compris, ce serait d'avoir une vie plus artistique, en gros. Ce serait que j'ai mal compris le... ce serait que les artistes... non, pourquoi pas. Mais que les artistes participent à changer, justement... ce regard-là, il participe à rendre accessibles toutes ces idées qui peuvent paraître chiantes. Et au lieu de dire c'est que des renoncements, par exemple, le fait de partir loin en avion au bout du monde pour des vacances, on peut se dire que devoir rester en France, c'est une contrainte et donc c'est quelque chose de punitif, ou est-ce qu'on peut essayer de trouver un imaginaire et de refaire rêver avec ce qu'on a sous les yeux? Il faut convaincre la majorité des gens qu'on peut vivre mieux avec moins. Facile. Ça paraît tout bête, mais c'est pas forcément. Je pense que les gens ils sont pas du tout prêts en fait. Tu crois que je pense que c'est une longue marche. Je crois que c'est pas moins. C'est pas moins, c'est différent. Je pense qu'en théorie tout le monde. Peut bien faire mieux avec moins. Non, mais ce que dit Cédric, c'est très juste, mais c'est. On pense que les gens ne sont pas prêts, mais on se trompe. Bien souvent, les sociétés sont plus en avance que les politiques. Vivre mieux avec moins. Aujourd'hui. Comme on fonctionne dans le court terme, on se dit que ce n'est pas possible. Mais si on regarde sur une distance un petit peu plus longue, on s'aperçoit que ça peut fonctionner. C'est la contradiction entre le temps politique et le temps de la société. Par exemple, on voit comment, d'ailleurs, le capitalisme étant très plastique, il s'adapte. On voit par exemple qu'aujourd'hui, il y a des applications pour vendre des vêtements de deuxième main. Il y a 10 ans, un truc comme ça, c'était inimaginable. Je fais de la bicyclette dans Paris, on peut maintenant, à Paris comme ailleurs, faire du vélo à contresens des bagnoles. Mais il y a 10 ans, moi comme maire de Bled, je serais parti avec le goudron et les plumes si j'avais fait ça. Aujourd'hui, ça paraît totalement naturel. Donc ça veut dire que les idées de l'écologie, comme ce sont des idées qui sont basées non pas sur la simplification, il n'y a rien de pire, les télés d'information en continu ne sont pas des outils de la connaissance, sont des étés noirs. Parce qu'on vous fait croire que le monde est binaire. Non, le monde, il est plus complexe que ce que vient bien nous dire BFM TV ou cette espèce de fou là, de Pascal Pro et compagnie qui met tout sceptique. Et la télé vit de la publicité. Donc, mais la télé, elle vit fondamentalement du commerce. Pas toute la télé, il y a des télé. La télé, c'est terminé. Enfin, peu importe. Alors, parlons plus de la télévision. Les réseaux sociaux, c'est pire. C'est l'ancien. Les réseaux sociaux, c'est pire. Aujourd'hui, c'est TikTok. Les réseaux sociaux, c'est pire. D'ailleurs, les télés d'information en continu sont en compétition avec les réseaux sociaux. Résultat, ça donne des trucs absolument effroyables où il n'y a plus du tout dans les... Parce que quand même, pour qu'une société bouge, il faut qu'il y ait quand même des outils qui sont le propre de la liberté d'expression et qui sont aussi la volonté d'éclairer l'opinion pour qu'elle puisse se faire une idée. Et il faut que le débat soit contradictoire. Vous avez vu, vous, beaucoup de débats contradictoires aujourd'hui? Non, c'est la culture du crash, la culture du buzz, du bruit médiatique. Alors effectivement, Camille, elle va avoir 5 minutes, les mecs du MEDEF, on ne retient que ça. Pierre Urmic à Bordeaux dit « je veux plus de sapins ». On ne retient que ça. Ah, les écolos, ils veulent plus de sapins. Ce sapin, il coûtait 60 000 balles. Il s'est effondré pendant la tempête. Et il a dit, moi, dans ma ville, ceux qui sont les plus touchés par la crise du Covid, c'est le secteur culturel et le spectacle vivant. C'est 60 000 euros. Je vais les investir dans le spectacle vivant et dans la culture pour qu'ils animent les fêtes de Noël. C'est pas idiot comme idée. Mais on a retenu que, le sapin, voilà. Donc, il ne va pas aller loin avec 60 000 euros quand même pour sauver la culture. Non mais d'accord. C'est déjà un bon début. Mais bon, pas mal de mettre 60 000 euros. Va pousser des sapins là-bas, quoi. Non, je dis ça parce que, en effet, on a été habitués, nous, à être travestis, par exemple.
Un président de la République qui, paraît-il, est un grand défenseur de l'écologie, nous traite d'amiches. Oh si, il est bien. Bon, ben, il ne connaît pas les amiches. Bien le second degré. Parce que s'il savait ce que sont les amiches, ils se réunissent. Chaque fois qu'il y a un progrès technologique qui se présente devant eux, les amiches réunissent leurs différentes communautés, ils en discutent, et ils se demandent quels sont les risques que va me faire courir cette innovation technologique, et quels sont les bénéfices qu'elle va m'apporter. S'il y a plus de bénéfices que de risques, le temps de la réflexion. Ils le choisissent. La 5G, vous avez vu, vous, des Français avec des pancartes, on veut la 5G, on veut la 5G. C'est le choix d'un opérateur, d'un industriel. Donc j'ai une question pour toi là-dessus, Noël. Est-ce que ça nous apporte plus de risques que de bénéfices? Moi, j'ai pas envie de me faire pomper toutes mes données personnelles. Très bien, mais donc du coup, ce que tu dis là aussi, c'est que donc il y a une partie d'information qui est nécessaire de faire pour retrouver ce temps long. Et peut-être qu'on est allé dans une société où on va toujours plus vite et on oublie que la nature, elle prend du temps. Pour faire pousser un ananas, ça prend plusieurs mois. La nature prend du temps et on est censé vivre un peu au rythme des saisons, etc. Et maintenant, on est arrivé dans cette sorte de confort qui nous a un peu endormis et qui fait qu'on va toujours plus vite et qu'on devient impatient pour rien. Je vois bien quand je rentre à Paris, je me trouve être impatiente quand sur l'escalator, il y a quelqu'un devant moi et je vais perdre 0,3 secondes, mais qui ne sont absolument pas importantes pour le monde. Enfin, on sait qu'on va jamais changer ça. On est là, on drague sur du speed dating. Enfin, et en fait, on se dit que ce temps long, on est devenu extrêmement impatient avec ce confort. Et donc, c'est peut-être ça aussi, l'engagement, c'est être capable parfois je parle de ce que je connais, quand on est activiste, des fois, il faut se taper des rapports entiers et c'est long. Et il y a 100 pages, mais à un moment donné, si on va pas au fond de l'information, on peut pas être pertinent. Quand après, on va voir des élus, des présidents, des patrons de grandes entreprises et qui nous posent des questions qui grattent un peu par-dessus la belle punchline médiatique et qui a rien au fond. Donc, je crois que l'engagement, ce qui est très difficile, et d'ailleurs, là-dessus, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui, j'ai oublié le nom, n'importe quoi. Qui dit on a sacrifié l'urgence de la situation à l'immédiateté de nos systèmes. Je trouve que ça résume assez bien. Mais d'où ma question sur le temps engagé d'ailleurs. C'est vrai que voilà, toi aussi tu veux devenir un journaliste. Sur le fait que vous le viviez ou non comme un sacrifice ou comme une façon de vivre. Félix, tout simplement, et que vous ne pouvez pas vivre autrement. Moi, clairement, juste pour finir sur le fait de ne pas être engagé, c'est que j'ai l'impression déjà de devoir consacrer tout mon temps et ma concentration à mon travail. Mais je pense que c'est ce qu'il disait. Oui, voilà, c'est un engagement. Mais tu le vois pas comme quelque chose de... Est-ce qu'on peut, dans quelle mesure on peut se démultiplier quoi? En fait, peut-être que toi, qu'est-ce que vous sacrifiez pour vos engagements? Tu portes un regard sur la société, un regard particulier qui est le tien. Bien sûr. C'est une forme d'engagement aussi, puisque tu en fais. C'est pour ça que j'ai demandé la définition de l'engagement. Non, mais voilà. Moi, par exemple, moi, je suis né dans une famille qui n'est pas spécialement consciente des problèmes. Mon papa est un papa tout à fait binaire, normal, ma maman pareil. Et donc j'ai dû. Bizarre, ça. Non, mais ils sont belges déjà. Ouais, ils sont belges déjà. Non, mais tu vois, genre j'ai grandi dans une famille où mon père disait moi j'ai besoin de mon bout de steak. Enfin, tu vois, genre en fait ils comptent les vaccins, ils me soignaient à la homéopathie. Enfin bref, tu vois, c'est des gens normaux quoi. Et j'ai dû grandir, j'ai grandi et j'ai dû m'intéresser aux questions qui pour moi étaient des bases normales et j'ai dû déconstruire. Et en fait en grandissant, par exemple là, j'ai commencé un peu à faire des chroniques à la radio qui marchent bien. Et j'ai commencé à me poser des questions de qu'est-ce que je renvoyais comme image. Et donc, en fait, j'ai été contacté par plein de marques de vêtements. Et je me suis dit, en fait, quelle image j'ai envie de renvoyer aux gens? Et c'est juste ça. Et donc, j'ai refusé des grosses marques parce que je me suis dit qu'en fait, j'avais pas envie de porter leurs vêtements. C'est vrai que, je ne m'étais jamais posé cette question. Je ne m'étais jamais posé cette question de, en fait, ce que je porte, ça véhicule un message. Et donc, j'ai commencé à travailler avec du seconde main. Et c'est pareil pour ce que j'envoie comme message dans mes chroniques ou dans mes créations de théâtre. En fait, je pense que ce que tu fais, quoi qu'il arrive, ça transparaît de ta personne et donc ta pensée, de ta vision du monde. Et donc, tu n'as pas besoin de plus de temps. Et puis, si tu as un dimanche de libre, va à la marche, tu vois, genre, on s'en fout. Mais ça, c'est le travail surtout comme des gens comme Camille qui sont des activistes, qui ont leur temps pour décrypter, machin, ceci, cela. Toi, de là, fais ta vie, quoi, mais fais-la correctement. Mais là-dessus, très sincèrement, j'ai retrouvé c'est Edgar Morin, la phrase que je dis tout à l'heure. J'adore Edgar Morin. Énormément, j'ai oublié son nom, pardon pour lui. Non, mais ça craint, je veux dire, notre avec Cyril, il est très chouette. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est sur l'activisme, parce que nous, on a érigé une sorte de quelques activistes comme ça, où d'un coup, on a été surmédiatisés, on a une responsabilité démentielle sur les épaules.
être activiste, en fait, personne n'a déjà dit une définition et arrêté, voilà, c'est ça, point. Pour moi, donc puisqu'on m'a catégorisé comme activiste, si je peux me permettre de dire ce que je pense de ça, c'est juste un rapport au monde et c'est un rapport d'intranquillité. Et c'est juste se dire, ok, il faut juste qu'on ose rallumer le cerveau. Et c'est plus facile d'être rassuré par des cases en disant, ok, si je suis végétarien, je suis engagé, c'est bon, j'ai fait ma part. Si je prends plus l'avion, c'est bon, je suis engagé. Et ben non, malheureusement, c'est pas ça. C'est être capable de tout le temps se reposer la question, de questionner le monde, d'aller chercher. Et c'est aussi cette question, donc il y a ce premier truc de rapport au monde, et cette question aussi de se dire où est-ce qu'on met la ligne, et en fait se saisir un peu cette question du bien commun, de la politique, mais en fait de la police, genre de la gestion de la cité, quoi. C'est ça, c'est juste retrouver ce truc de penser pour un peu plus grand que soi-même, et être capable de se dire comment est-ce qu'on habite ensemble. Soit on décide que c'est une contrainte, soit c'est un choix, peu importe la théorie qu'on adopte, mais toujours est-il qu'il faut qu'on habite en société. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on décide, qu'on accepte ou pas? C'est quoi notre ligne rouge? Est-ce que aller secouer des migrants qui dorment dehors à la place de la République, c'est une ligne rouge qu'on ne veut pas franchir? Et auquel cas, si dès qu'on l'a franchie, il faut qu'on soit capable de s'en indigner et d'être intranquille. Et je crois que pour moi, en fait, c'est ça, s'engager. Et dans ce sens-là, on a absolument besoin de tout le monde parce que, comme on disait, l'écologie c'est pas qu'un petit truc. Il y a aussi notre génération, je crois, assez bien compris que c'est, puisque c'est une question de rapport au monde, c'est le rapport de domination qu'ont les hommes sur les femmes, qu'on a nous sur la nature, qu'on a sur les plus précaires. Et puisque c'est tout ça qu'il faut faire advenir une nouvelle société entière, il y a de la place pour tout le monde. Si on n'est que des Camille Etienne à aller parler sur des plateaux télé ou à des grands décideurs, ça va pas avancer le monde de demain. On a besoin je sais pas, même d'agriculteurs qui vont concrètement aller mettre les mains dans la terre et faire des trucs. On a besoin des artistes pour nous faire rêver, on a besoin des gueules pour nous faire chanter. Et donc c'est pour ça qu'en fait c'est beau, c'est que l'activisme, c'est ouvert à tout le monde. On a aussi besoin des politiques pour formaliser tout ça. On a besoin pour mettre ça dans la loi, parce que bien si tu veux changer le monde, tu ne le feras pas toute seule. Et tu ne le feras pas que par les citoyens. C'est par la base que les sociétés changent, c'est pas par le haut. Donc, mais c'est une mobilisation générale. Donc, mais la politique doit être que la pensée écologiste, c'est pas une pensée parcellaire, c'est une pensée globale qui intègre toutes les questions d'environnement, les questions démocratiques, les questions sociales, les questions économiques et la question de l'égalité des droits. Moi, quand j'ai marié 2 mecs à Bègle en 2004, je me sentais autant à ma place que quand j'ai arraché un pied d'OGM avec Beauvais. J'ai été condamné à 3 mois de prison avec sursis et 100 000 € de dommages et intérêts. C'est une manière d'engagement aussi. Mais, tout le monde ne le fait pas comme ça, parce que j'ai pu le faire à la place où j'étais. Mais il y a tellement de gens qui voudraient s'engager et qui sont, accablés par le poids de la survie parce qu'ils sont en situation de survie. Bien sûr. Ceux-là, ils aimeraient bien s'engager, mais ils ne peuvent pas. Il faut qu'ils consacrent toute leur énergie à survivre et à faire survivre leur famille. Et ce qu'il faut qu'on sache, c'est qu'avec l'épisode qu'on vient de connaître, mais qui n'est pas terminé, qui est une des grandes perturbations avant d'autres perturbations qui risquent de se succéder comme des dominos, je pense au Covid, c'est une bombe à retardement, ce truc. Il y a des gens qui vont se retrouver dans des situations absolument cataclysmiques. Qu'est-ce que nous faisons, non pas pour eux, parce qu'on n'est pas dans la compassion, mais comment on construit des sociétés, comme tu le dis, des sociétés solidaires, où chacun puisse être à sa place. Ça, c'est très compliqué. Moi, je suis curieux, pour essayer de voir les choses avec un peu d'espérance, de voir en quoi cette année de stop, comme ça, pourra modifier les comportements. Je trouve que sur la patience, si je prends mon cas, mais moi j'ai appris la patience, par exemple. C'est vrai, pendant le confinement. Et puis je pense qu'on a tous appris la sobriété. Enfin, des gens qui prenaient l'avion très facilement ont arrêté de prendre l'avion, on a arrêté de se déplacer. Mais parce qu'on nous l'a imposé. On a arrêté d'aller. On a forcément. On l'autorise à nouveau, c'est pas. On a forcément consommé moins, beaucoup de magasins étaient fermés. Donc est-ce que. Non, mais je suis très curieux de voir, puisque je reviens, ça m'arrange, comment on apprend au grand nombre à changer de comportement, parce que la société ne peut pas changer par le petit nombre. Non, ça, c'est pas possible. Comment le grand nombre. Et moi, je suis persuadé que, bien au-delà de la carte d'électeur, hein, je pense que la consommation peut vraiment changer le monde. Je pense que c'est par la consommation et la façon dont on consomme. Par la carte bleue, ouais. Je pense que la carte bleue, c'est un moyen extraordinaire de militer, en fait. Mais si c'est massif, évidemment. Si les comportements de consommation changent, en fait, les politiques suivront et les grands patrons suivront. Refuser la société sans contact, sauf qu'on est en plein dedans. Puisqu'on ne peut plus s'embrasser, on ne peut plus se toucher. Et moi, je suis très curieux de voir si après cette pandémie, tout va recommencer exactement pareil, avec cette capacité qu'ont les gens d'oublier tout, en fait, quand même. Ou alors est-ce que moi, je pense que oui. On va apprendre quelques trucs, quoi.
Toi, tu penses que rien ne va changer? Ah ouais. Enfin, non, mais ça a changé des choses individuellement sur, en effet, ce que tu dis sur, oui, par exemple, la passion. On a réappris des choses. Je pense que beaucoup de gens se sont fait du bien là-dedans, à ce moment-là, ont trouvé quelque chose d'intéressant à vivre et à expérimenter dans ce moment-là. Mais pour moi, il faudrait que ça dure beaucoup plus longtemps, cette chose-là, pour que ça s'inscrive dans l'ADN des gens. C'est pas foutu, hein? Non, c'est pas foutu. On est pas encore sortis. C'est ça qui me fait peur. Mais franchement, je pense qu'on a tous eu un peu cette discussion dans nos familles ou à table ou sur Skype, je sais pas. Enfin bref. Et moi, ça me fait peur, ça. Et je pense vraiment pas qu'on va revenir à quelque chose que ça va nous éveiller, quoi. Je suis un peu sage. Nous un peu de sagesse. Non, mais de sagesse, d'accord. Mais au quotidien, évidemment, quand les magasins seront tous ouverts et les pires, et d'ailleurs c'est ceux qui étaient ouverts en premier, on se rue sur la même vie qu'on avait avant. Et d'ailleurs, on parle du monde d'après, mais il est où? Ce qui est déjà le cas depuis une semaine. Voilà. Et bon, pardon, moi, je suis évidemment le côté un peu pas pessimiste, mais en même temps où ça commence réalisme et pessimisme. Voilà, j'en sais rien. Franchement, ça me fait flipper ce truc-là et j'y crois pas une seconde. Oui, mais alors, quel est le sens de ton engagement si tu parce que je suis là, je vais pas me tailler les veines, mais bon, mais oui, au fond, c'est Cyrano de Bergerac. Tu vois, au fond, non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais possible, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis déjà parti dans la Drôme. Je suis déjà parti dans la Drôme. Non, mais l'idée en plus, c'est que t'as absolument tout fuir. J'adore ça. Mais ça me. Mais toi, tu crois que c'est un élan de fuite, l'engagement? C'est qu'on fuit juste un monde, ou est-ce que c'est pas plutôt on va vers quelque chose de bien? Parce qu'à l'inverse, moi j'ai beaucoup d'espoir. Oui. Même si, enfin d'espérance plus que d'espoir, mais oui, voilà. même si on dit que je suis quand même assez optimiste, bizarrement, alors que je passe quand même une grosse partie de mon temps à lire des rapports chiants. Mais oui, mais parce qu'en fait, quelque part. Non, mais c'est vrai, pardon. Et déprimant. Non, mais parce qu'en fait, quand même, tu vois, je trouve que on le voit à travers l'art, toutes les générations ont eu des questions existentielles en disant, bon bah, pouf, on a été téléporté ici, merci, on fait quoi, c'est trop chelou. Bah nous, on n'a pas ce truc, on n'a même pas le temps de se poser cette question-là, parce qu'en fait, la possibilité même d'une existence est incertaine. Donc à la fois, c'est hyper grisant. On doit juste se battre comme si, en fait, on devait mériter le fait d'être en vie, quoi. Et donc on doit se battre pour que ça existe. Et je trouve ça hyper beau, en fait. Enfin, il y a un peu un côté où faut qu'on fasse vivre ce truc-là, et donc c'est hyper vertigineux ce grand vide qu'on a dans les pieds, mais à la fois il est hyper grisant. Enfin, je trouve que c'est quand même une sacrée génération. Oui, j'avais écrit oh putain, le mec s'autocite. Bonjour. Bien sûr, mais vas-y. C'est trop bien, attends, je vais chanter après. J'avais écrit à ceux qui défendent le monde avant même de l'avoir rencontré. Donc c'est ça. Parfait. C'est très joli, c'est très juste. C'est Félix Radu. C'est lui qui écrit. C'est Edgar Morin. Non, c'est parce que ça me revient. Il est très bon. Non, mais c'est magnifique. C'est vrai qu'on peut être désespéré. Mais quand on est désespéré, on est comme vitrifié. Donc on n'agit plus. Alors votre génération, elle a pris conscience de l'urgence. On en discutait tout à l'heure avec Cédric. C'est ce que dit le GIEC. Il parle de la décennie critique. Et votre génération a la conscience que si rien d'important ne se passe dans les 10 ans, ça risque d'être extrêmement difficile à vivre sur cette planète pour l'espèce humaine. Donc c'est ce que dit Camille, hein. On se bat et on se dit qu'on a plus de raisons d'espérer que de désespérer. Sinon, je suis d'accord. Les sociétés ne sont pas suicidaires, hein, il faut croire. Hein. Quels sont les signes que ça avance pour vous? Que vos idées progressent, mais significatifs. Non, pour vous les militants, non, je t'écoute. Non, mais qu'est-ce qui est significatif? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites, on a commencé à prendre conscience de ce problème, je sais pas, il y a 5 ou 10 ans, je sais pas, quelle est l'échelle? Et qu'est-ce qui a changé déjà depuis 5 ans? Pour moi, c'est une vraie question, parce qu'en plus, là, c'est trop marrant, c'est les 5 ans, enfin, c'est trop marrant, je sais pas, mais c'est les 5 ans de l'accord de Paris. Donc du coup, c'est la question que tous les journalistes posent en disant il s'est passé quoi depuis 5 ans? Quel est votre bilan? Et j'ai l'impression d'être tout le temps pessimiste, mais en vrai, je me rends compte quand même qu'il y a eu des milliers de personnes dans la rue, que même l'idée même qu'on nous considère autant, c'est-à-dire qu'on soit invité, qu'il y ait des grands dirigeants, des vice-présidents de la Commission européenne, des présidents qui prennent le temps de rencontrer et qui soient presque impressionnés par des gosses, des gamines en l'occurrence de 22 ans, ça montre quand même que on est passé du moment où on était complètement oublié et mis sous silence et invisibilisé, où on commence à déranger, à bousculer et à être considéré. Et maintenant, l'idée de ne pas... Le MEDEF nous a invités parce que l'idée qu'il n'y ait absolument pas un moment d'écologie, ils savaient que ça allait être un problème. Donc en fait, rien que ça, déjà, ça avance. Après, ce qui avance, il y a plein de choses. Il y a, d'un point de vue tout petit macro, il y a quand même la Convention citoyenne pour le climat. On fera une table ronde avec Cyril Dion d'ailleurs, où pour moi c'est un exemple magnifique de démocratie, où on a dit on va laisser à 150 citoyens qu'on va tirer au sort, qui vont être représentatifs de la société française. Il y avait même un climato-sceptique dedans. Il y a un gars, il s'appelait Olivier, il n'y croyait pas du tout. Super. Tu connais son prénom carrément. Je connais son prénom. Son adresse, tout ça.
Et il se trouve que, en fait, en les mettant face au débat contradictoire, justement, en disant, très bien, on va discuter du vert. Bon, bah, il va y avoir le lobby du contre-vert et le lobby du vert. Et pour une fois, on va leur donner le même temps de parole, le même niveau d'information. Et on se rend compte que en quelques semaines, ils ont pris des décisions qui paraissaient mais complètement radicales, mais qui en fait sont à la hauteur. Et c'est ça qui est beau. En fait, moi, ça m'a donné complètement confiance dans la capacité des gens à se saisir de ça et à être au courant. Et ça, tu peux nous dire déjà ce que ça devient d'un point de vue. Alors là, c'est juste. La question est excellente. Alors là, vraiment. Pas du tout d'actualité. C'est la seule. Non, mais c'est. Tu as moi, j'adore les affichages écologistes, c'est super. Mais t'as carrément raison. Et le truc, c'est qu'en fait, c'était pas le sujet tellement, mais en rapide, en gros, c'est que Emmanuel Macron s'est engagé à les faire passer sans filtre au gouvernement et que elles sont petit à petit en train d'être détricotées et qu'il y en a aujourd'hui 40% qui sont censés être mis dans une loi climat qui est votée là. Mais le truc qui est chouette, c'est que les citoyens s'en sont saisis depuis le début et que vraiment, on a tous braqué nos regards sur ce truc-là de la Convention citoyenne. Et que donc on ne laissera pas faire, c'est-à-dire que je pense qu'il y aura une vague d'indignation, il y a quand même les présidentielles qui arrivent, et que donc si jamais vraiment on oublie l'intégralité du travail de ces citoyens qui ont été mandatés pour dire, les amis, qu'est-ce que vous pouvez nous trouver comme solution pour que la France réduise ses émissions et reste dans l'accord de Paris. Donc ce qui est beau, c'est qu'à mon avis, voilà, la société va s'en saisir et va faire en sorte, en poussant, qu'elle soit respectée. Donc ça, c'est une belle chose. Après, il y a aussi au niveau de la biodiversité, par exemple. À l'inverse du climat, où c'est un peu foutu dans le sens où en fait un gaz à effet de serre il a une durée de vie, donc même si on arrête là de respirer, il y aura toujours le glacier qui continuera à fondre. La nature c'est pas ça, la nature c'est hyper résilient, c'est comme nous, qui disait Gaëlle, où en fait on est confiné, on s'habitue un peu, puis on est déconfiné, on se réhabitue. La nature c'est pareil, en fait si d'un coup on met plus de pesticides dans les sols, la vie revient. Si d'un coup on nettoie les plages comme ils l'ont fait à un endroit en Inde, et les tortues reviennent pondre. Donc en fait c'est possible et la nature est complètement capable en très peu de temps de se ressaisir de ça. Donc moi c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir et que je vois qu'il y a quand même pas mal de choses qui changent. Après jamais assez vite, jamais assez loin, jamais assez fort et c'est pour ça qu'on pousse encore, mais bon ça bouge. T'es en train de nous lire du Giono? Non, j'étais mal poli justement. Je commence à Gaëlle est regarder extrêmement des trucs. fan de Jean Giono, parce qu'il a carrément fait un spectacle en plus là-dessus. J'aime bien Jean. Oui, je vous en parlerai, mais pardon. Je ne trouve pas la page que je voulais lire. C'est bête. Question. Il y a plusieurs visages, Giono. Giono qui parle de la terre. Du bon visage. Il parle à la fois de la terre et des paysans, etc. Et en même temps, il y a ce côté artistique, parce que c'est des bouquins. Donc du coup, il lie un peu ces deux questions pour toi. À travers l'art, genre à travers la lecture de Giono, ça te donne à certains envie de se reconnecter un peu au vivant. Et tu parlais de la Convention citoyenne pour le climat. Moi, je pense que de la part de Macron, c'était une idée formidable, qui n'était d'ailleurs pas qui a été vendue comme une idée tout à fait innovante, qui est vrai démocratiquement, que personne n'avait appliqué. C'est copié sur les conférences des citoyens qui existent au Danemark depuis 1989, mais qu'on n'a jamais appliqué dans ce pays, donc c'est pas non plus une très grande innovation. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Que maintenant, il y a plein de maires qui l'appliquent dans leur ville, et en particulier les maires écolos, les conventions citoyennes pour le climat. Donc ça fait participer les citoyens à leur destin commun. C'est extrêmement important, qu'ils se mêlent enfin de ce qui les regarde. Mais je crains fort que ce qui a été produit par la convention citoyenne, qui est absolument génial, ne soit passé justement au filtre du Parlement, ce qui est tout à fait normal puisqu'on est dans une démocratie. C'est pas à la Convention citoyenne de légiférer, mais aux parlementaires. Je pense que ça va être sérieusement rétréci, si je puis dire. Et dans la période où nous vivons, c'est pas le meilleur choix qu'on puisse faire. Je pense que là encore, il va y avoir un grand décalage entre le discours et la réalité, parce que les lobbies sont très puissants. Je vous recommande les lobbies citoyens sont là aussi. Je vous recommande vivement de lire un livre très intéressant qui a été écrit par 3 auteurs, dont 2 sont journalistes au Monde. Ils s'appellent Stéphane Foucard et Stéphane Aurel, qui est une femme, et un sociologue qui s'appelle Sylvain Laurence, qui s'appelle Les Gardiens de la Raison, et qui vous explique comment les grands lobbies, depuis plusieurs années, essaient avec la complicité de certains journalistes, essaient de travestir les informations scientifiques à leur profit. Et vous voyez que c'est un combat. Donc l'écologie, c'est pas le monde des bisounours. L'écologie, c'est un champ de bataille. C'est un combat que nous avons mené avant vous, que vous menez aujourd'hui, pour que cèdent enfin ceux qui résistent aujourd'hui.
C'est pour ça qu'il faut s'engager. Mais c'est un vrai combat, ça. Les lobbies plieront si les gens changent de comportement. Bah, oui. C'est évident. Enfin, Mais c'est compliqué, je trouve, de changer de comportement. Et puisqu'ils ont des gens qui travaillent sur le cerveau humain, sur nos faiblesses en tant qu'individu, en fait, c'est compliqué. N'importe quelle personne se fait niquer. Enfin, c'est comme s'ils avaient toutes les cartes plus 4, tu vois. C'est pour ça que la question est vraiment comment on arme les citoyens à se défendre contre la publicité et l'industrie. C'est les défendre contre eux-mêmes. C'est la bagarre entre le capitalisme classique et ce qu'on appelle le capitalisme numérique, puisqu'en fait, ce sont quelques grandes sociétés américaines de la Silicon Valley qui maintenant sont plus riches que certains États. Et ça aboutit à ce que certains sociologues appellent le capitalisme de surveillance. C'est-à-dire que ces outils qui savent tout de nous, ils vont être encore plus perfectionnés avec les moyens numériques et les progrès du numérique, ce qui fait que on croit être à l'air libre, en fait, on est plutôt quand même dans un endroit qui ressemble fort à une prison à ciel ouvert si on ne fait pas gaffe et si on ne se bat pas. Donc moi, par exemple, quand on me demande, quand je me sers de ma carte bleue, on me dit sans contact, je réponds non. Au début, je faisais ça, mais après, c'est pratique. Bah oui, d'accord. Mais nous expliquer pourquoi. Parce que le sans contact, c'est une information qui part dans le cloud, etc. Mais de toute façon, déjà, je suis coincé, je me suis fait avoir avec mon smartphone. Dans tous les cas. Il y a déjà plein de trucs. Vous êtes déjà dans le cloud. Mais tous, on est tous dans le cloud. On n'est pas dans le cloud, on est dans un truc où on est surveillé. Effectivement, il y a aujourd'hui des sociétés comme Amazon, par exemple, qui a construit quelques magasins en Amérique, et qui est capable de lire nos émotions avec l'aide de scientifiques. Donc, il y a des scientifiques qui aujourd'hui se corrompent d'une certaine manière à être au service de ceux qui sont en train de mettre en place notre servitude volontaire. Il faut lire la Boétie. Donc il faut se rappeler l'idée de la Boétie, de la servitude volontaire, qui dit il suffit, on ne vous demande même pas d'aller l'ébranler, ce géant, mais juste de ne plus le soutenir et il s'effondrera sous vos pieds. Juste donc, de ne plus plier le genou. Exactement. Et ce qui est beau, c'est de se rendre compte qu'en fait, c'est un peu ça. On s'est rendu compte pendant le confinement, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Cédric, que le pouvoir qu'on a quand on ne fait rien. Et ça, je trouve qu'est beau, c'est qu'on a sauvé des vies en restant chez nous, en pantoufles. Et là, en fait, c'est ça, pour moi, c'est ça cette question de s'engager ou pas s'engager, c'est se dire que c'est pas si on ne s'engage pas, alors on reste à zéro. C'est juste que qu'on fasse quelque chose ou pas, on impacte le monde, on le fait aller d'un côté plutôt que de l'autre. Et en fait, qu'on vote ou qu'on ne vote pas, on envoie des signaux. Qu'on achète ou on n'achète pas quelque chose, on envoie des signaux constamment par les instituts de sondage, par les médias, par les discussions de comptoir qu'on a parfois au dîner de Noël, au dîner de Noël en famille. Donc en fait, il faut se rendre compte que on fait partie de cette espèce d'énorme écosystème et qu'il ne faut pas scinder les activistes, les entreprises, les politiques, puis les citoyens. Chaque citoyen est à la fois une personne qui travaille dans une entreprise, à la fois quelqu'un qui vote, à la fois quelqu'un qui peut s'engager par ce qu'il fait ou par ce qu'il ne fait pas. Et du coup, Gaël, toi, tu avais une petite transition, un truc on va voir si tu voulais réagir là-dessus. Non, ce qui pourrait définir l'activisme ou l'engagement, c'est d'être un peu en avance sur son sujet par rapport à la société. Disons que les gens comme vous, voilà, ils sont dans l'initiative par rapport à un sujet. Je vous considère comme activiste, tous les cas. Vous êtes encore quand même activiste. Et ils permettent au groupe... Mais c'est ce que tu fais avec les films, mine de rien, parce que tu amènes sur la table des idées qui sont... Peut-être que les chansons, je trouve que les films... Alors là, la question du militantisme et de l'engagement dans l'art, dans la création, je trouve que c'est complexe, parce que... On admire tous des grands artistes engagés. Moi, je pense à Ken Loach, je sais pas quoi, mais je trouve qu'un film doit quand même échapper à son message. Pour moi, un grand film, une grande chanson, elle doit échapper à son message. Et par exemple, Ken Loach, je trouve que c'est un bon exemple parce qu'il a fait des très grands films. Il fait un travail de mise en scène avec les acteurs extraordinaires, mais certains de ses films sont trop plombés par son message. Et ils sont enfermés. Donc je crois quand même qu'à un moment, l'art peut pas être totalement... Mais en fait, il faut se dire aussi que, c'est un pur avis subjectif, mais il est militant parce que, oui, mais est-ce que, en fait, être activiste, tu vois, un film de Ken Loach, c'est assez clair, le message qui est délivré, on comprend un peu ce qu'il fait, mais quelque chose qui peut être plus subtil, ou même
toi, tu fais pas des chansons Sauvons la planète. Des fois, c'est juste plus subtil, mais ça va évoquer et ça va nous toucher et ça va nous donner. Moi, en tout cas, il y a plein de films qui parlaient pas spécialement du climat ou plein de musiques qui parlaient pas spécialement de ça, ou même toi de livres, on en a parlé plein de fois, mais qui ont donné cet élan pour aller vers quelque chose de plus beau. Et peu importe de quoi ils parlent, c'est juste qu'ils créent cet élan vers le beau, vers un truc qui est un peu plus grand que nous-mêmes. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire. C'est sûr que la beauté aide à mieux vivre. Il y a la citation de Saint-Exupéry que je vais écorcher. Il est si fort en citation à chaque fois. Je vais l'écorcher, hein. C'est pas exactement les bons mots, mais en gros, c'est si tu es sur une île déserte avec des gens, tu as deux manières de faire. Soit tu leur dis prends du bois, prends de la corde et on va faire un bateau, ou alors tu leur donnes le goût de l'océan. Et c'est la deuxième bonne réponse. Mais je me rappelle plus comment c'est formulé. C'est faire vivre en eux le désir. Mais c'est leur donner le goût de l'océan. Et c'est en ça où moi, par exemple, mon spectacle, il n'y a pas un seul moment où je parle de climat, mais j'ai quand même la sensation de tellement vouloir leur transmettre cet amour du bouquin et puis je pense que c'est comme ça. Que j'espère que les gens en sortant de là, ils sont affamés de monde, quoi, et qu'ils ont envie de. Oui, puis il ne faut pas qu'ils en prennent dans la tronche sans arrêt, parce qu'on nous fait culpabiliser tout le temps. C'est sûr que la réalité. C'est pour ça que moi, ma position sur scène, parfois, je suis gêné. Enfin, je suis gêné. Je suis emballé d'être là. C'est cool aussi. Il faut essayer de le voir aussi de manière un peu légère aussi, parce que ça fait du bien aussi. Parce que sinon, tout est. Oui, voilà, il faut arriver à se faire plaisir aussi. Comme en politique d'ailleurs, comme dans l'engagement, si on se fait plaisir, c'est vain, ça ne marche pas. Il faut qu'on éprouve du plaisir soi-même et du plaisir partagé. Et en même temps, il faut arriver quand même à avoir un vrai message qui. Moi, le seul but quand je suis sur scène, quand les gens partent, c'est qu'ils se disent oui. Ça m'a touché, il m'a parlé d'une certaine écologie, mais il ne me l'a pas mis là, sans arrêt, et je ne me sens pas, confronté à ça. Il me laisse le choix, en fait. Et ça, c'est mon petit but. Il y a certaines musiques que j'écoute de toi que moi j'adore, tu vois, genre elles ne parlent pas spécialement de climat, mais genre quand je les écoute et que genre il fait nuit et que j'ai un bon gros élan de mélancolie ou spleen, bah, genre ça me remplit le cœur d'un truc où j'ai envie de faire des choses, quoi. Genre laquelle? Genre traverser l'hiver. Ah, elle est belle. Et puis le bruit des graviers. Alors tu veux dire le bruit des graviers? Oui, c'est parce que c'est pas le nom de la chanson, le bruit des graviers, c'est le mec qui a réalisé. Donc Sifflet. Oui, Sifflet. Ouais. Bon, moi je connais le Sifflet et Traverser l'hiver canadien. C'est les deux meilleurs. C'est mes deux préférés. Et puis aussi ta reprise que tu as faite, et puis ta reprise que tu as faite aussi de C'est l'amour à la plage que j'aime beaucoup. Bon bref, c'est le grand. Non mais c'est trop. Non, c'est trop bien. On pourrait peut-être faire un truc ensemble. Ça y est, allez. J'ai bien envie de plomber un peu le truc, mais en étant sympa. Moi, je crois que l'art engage celui qui le fait, qui le produit, mais. Malheureusement, j'adorerais penser ça, mais j'ai pas la conviction qu'une chanson, un film puisse vraiment changer. Mais peut-être pas, mais au moins. Mais est-ce que on change pas? J'adorerais qu'on me donne des contre-exemples. Mais nous, on change pas le monde. Un discours d'activiste ne change pas le monde non plus. Juste, on participe à dévier le monde d'un côté un peu plus que de l'autre. Mais par contre, je suis convaincu que la culture c'est vital et qu'effectivement ça aide les gens à se passer de beaucoup de choses. Je pense que ça permet. Je pense que ça a accès à la sobriété et à la simplicité. Et pour un remerciement, j'en profite. Mais nous, en tout cas, ce qui peut paraître plus évident en termes d'activistes, ce qui s'apparente à ce que je peux faire avec Greta, Louisa, Nouna et les filles, et les autres et les millions d'autres, qui a l'air plus frontal, en réalité, jamais je tiendrai sans art. Enfin, je veux dire, sans des moments où juste avant d'avoir un truc hyper stressant, je rencontre des grands patrons, en vrai je suis totalement paniquée, mais il faut que je fasse l'art, je suis très sûre de moi. Si je me mettais pas une bonne musique dans les oreilles avant, ou si j'avais pas des moments donnés, des films ou des humoristes même pour me faire rire le soir, pour décompresser, ou des auteurs pour avoir des nouvelles idées, des beaux mots qui vont me dire mais ça y est, c'est ça que j'ai envie de dire, même des films pour me faire rêver, pour m'imaginer qu'en fait c'est possible, et pour donner cette bouffée d'air frais qui fait qu'après on est 1000 fois plus convaincant, bah en vrai ça marcherait pas non plus. Donc c'est là où l'art a aussi un rôle qui est peut-être plus subtil, mais qui est largement autant nécessaire. Ouais, puis je pense que la création, même si on la pratique de façon non professionnelle, amateur, on peut faire du théâtre amateur, faire de la peinture chez soi, écrire des livres que personne ne lit. Je pense, moi je ressens ça depuis toujours. J'ai la chance de gagner bien ma vie avec le cinéma, mais je pourrais ne rien gagner. J'ai toujours dit que ça me remplit totalement en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où je peux pratiquer. Je comprends. Ouais, tu peux encore le dire ça aujourd'hui, tu le dis? Ah, je peux le dire. C'est cool. Ah oui. Si on me privait de ça serait terrible. Ouais, bien sûr. Et quand je le pratique, je suis totalement rempli. C'est-à-dire que je n'ai besoin de rien. Je pourrais vivre avec beaucoup moins d'habits, beaucoup moins dans un endroit beaucoup moins confortable. C'est super. Ça, j'ai la conviction de ça. Ouais. Félix, c'est un peu pareil pour toi aussi. Ouais, je comprends totalement ça. C'est une nécessité, quoi. Moi, là, avec cette situation-là, malgré le fait que je travaille énormément, je gagne très très peu d'argent et je bouffe une pâte tous les soirs, quoi.
Mais je me sens très heureux parce que j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Ouais. Et ça me fait tellement plaisir de partager. Surtout. Ouais. De faire ce que oui, tu aimes. Donc tu sens pas le travail. Enfin, moi, je ne sens pas le travail. Moi, je ressens le travail parce qu'il y a des moments où c'est dur, des moments où c'est relou, et des moments où j'ai envie de faire d'autres choses. Parce que, tu vois, c'est là où c'est un travail, parce que je suis pas très Confucius en mode tu travailleras jamais le jour de ta. C'est pas vrai. Il y a des moments où j'ai pas envie, mais je le fais parce que c'est mon métier, quoi. Mais c'est quelque chose qui me remplit, comme tu dis. Genre, je suis heureux, je suis dans mon truc, quoi. C'est une locomotive. Ouais, des fois, pour moi, c'est une souffrance de quitter l'écriture pour aller vers une distraction, un dîner avec des copains, un apéro, je sais pas quoi. En fait, alors, je préfère. Non, mais parce qu'en fait, plus la conversation avance, plus j'ai envie de changer de passage. Ah, d'accord. En fait, je vais rien lire, je pense, à la fin. Il lit tout seul son bouquin. Non, parce qu'il y a tout qui pourrait être le mieux. Attends, partage-nous. Ouais, je vais chanter. Bon, après, moi, c'est vrai que l'homme tremble, l'immense terreur collective ébranle la société. J'ai rien que cette phrase, je trouve magnifique. Bon, rien à voir. Jusqu'à 9h du matin, la rue sert de couloir à celles et ceux qui vont au travail. On est en 1942. Pour ceux qui sont nés en captivité, on parle de la ville, la liberté n'est plus un aliment. Le travail ici n'est plus à la mesure de l'homme, ni de sa joie, ni de son cœur. Il est devenu laid, inutile et dévorant. Il semble n'exister que pour user de la matière humaine. Il ne fonctionne plus suivant les lois naturelles de la transformation. Il ne se sert plus de l'admirable sens ouvrier de l'homme. Il est impersonnel, collectif plus que tout. Il donne l'impression du vide et de l'inutile. Et il détruit chaque jour la beauté de la vie chez plus d'1 demi-million d'êtres vivants. Rien de ce qu'il crée n'a de qualité. Les objets fabriqués que je touche ont d'invisibles bavures où s'accroche et s'irrite la peau de mes doigts. Aucun ne fait jouir mes mains. Leur matière est agonisante. L'ouvrier n'a ni eu le temps, ni l'envie. Il n'a plus l'esprit de conserver la vie à la matière qu'il travaille. Il est vrai que la plupart du temps, celle qu'on lui donne est ingrate et de petite santé. On ne veut pas faire beau, on veut faire vite, bon marché et beaucoup. Ces pauvres choses me proposent timidement d'intervenir dans mon confortable. Elles ne peuvent rien me donner, mais je ne les repousse pas. Je les regarde avec tristesse, comme le bois d'une croix sur laquelle on crucifie inutilement tous les jours des hommes et des femmes. Et ben ça, moi quand j'ai lu ça, je tremblais et j'ai fait mais putain mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est vrai, et ça fait chier parce que c'est tellement d'actualité, plus que tout. Et en même temps, quand les gens sont privés de leur travail, c'est une tragédie. Oui, bien sûr, mais quel travail? De quel travail on parle? C'est là où c'est complexe. Ouais, non, mais oui. Et la phrase sur la terreur et la liberté est très intéressante parce que c'est ce qu'on vit aussi. Bah oui. Les gens sont dans la terreur. C'est pour ça que du Covid et la terreur des effets du dérèglement climatique, dès qu'ils commencent à en prendre conscience, qu'ils sortent du déni. C'est pour ça qu'il y a tant de jeunes, comme tu le disais, qui, en prenant conscience de la question de l'effondrement, ont fait des dépressions pour certains, j'en connais, qui ont été ébranlés d'une manière très très sérieuse. Puis après, c'est un travail de reconstruction. Pourtant, l'espoir vient de l'action. Je crois qu'à partir du moment où on agit d'une manière ou d'une autre, qu'on essaie d'impacter le monde et de mettre un peu sa patte là-dedans et de mettre le nez, d'arrêter de fermer les yeux, je crois qu'on retrouve beaucoup d'espoir. En tout cas, moi, ça nous fait du bien, ça nous nourrit, quoi. C'est ça aussi marche. le truc. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre pour cette super discussion. Je pense qu'on va passer à Gaël, si tu peux nous faire un petit morceau de musique. Du coup, je suis désolé. Mais est-ce que tu... Non, tu veux relire encore? Est-ce que tu vas parler d'écologie? Ben non. non, mais surtout, je veux pas accaparer le... J'ai déjà lu un truc, peut-être que c'est nul. Ouais, en même temps, je suis ravi de te arrête donc. Si, c'est vrai. Mais peut-être vous pourriez dire des choses pendant que je chante, je sais pas, tu vois. Ah, tu veux qu'on le lise? Non. Là, on va devoir tout reprendre. Chanter avec toi. Ouais, des chœurs. Quand les autres en amour... Pardon. Parce que c'est... Putain, je sais plus. Non, mais attends. Merci. Mais non, c'est ça. Non, parce que je l'ai trop chanté, cette chanson. On la garde, hein. Putain, c'est dingue. C'est particulièrement compliqué. En même temps, c'est bien de parler dessus. Merci, Félix. N'hésite pas à reprendre. Quand les autres en amour se projettent, s'en promettent et s'en mettent plein les mirettes. Pour moi, le bout du monde s'appelle après-demain. Tout petit horizon
Pour d'obscures raisons, je ne vois pas plus loin. Moi qu'un regard ennuie, s'il s'étire en longueur, je me ferme devant ceux qui m'ouvrent leur cœur. Non pas que ça m'amuse, non ça ne m'amuse pas. Je crois à la passion, mais sans explication, je reviens sur mes pas. Alors je suis fier, si fier, si fier, qu'on ait pu traverser l'hiver. Je n'ai pas eu assez de toi, je n'ai rien vu passer du froid. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, mais ça me désespère. Fier et perdu à la fois. Quand les autres en amour s'imaginent inventeurs, précurseurs de la discipline, je suis accrédité à la médiocrité. Autant passer mon tour, j'avais et j'ai toujours d'autres priorités. Mais qu'on me tienne la main et je suis prisonnier, qu'on me parle tout bas et je regarde en l'air. Moi je me fous comme il faut du langage amoureux, car j'en refuse les clauses, comme d'avoir sur les choses un seul avis pour deux. Alors je suis fier, si fier, si fier, qu'on ait pu traverser l'hiver. Je n'ai pas eu assez de toi, je n'ai rien vu passer du froid. Oh ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, ça me désespère. Fier et perdu à la fois. Quand les autres en amour se tourmentent, parlementent, argumentent et se mentent, moi je bats mes records sur un calendrier, puisque je vagabonde avec mon bout du monde bien après février. Alors je suis fier, si fier, si fier, qu'on ait pu traverser l'hiver. Je n'ai pas eu assez de toi, je n'ai rien vu passer du froid. Oh, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, ou ça me désespère. Fier et pas